En juin dernier, un article sur Peter Thiel, le cofondateur de PayPal et de Palantir, a fait beaucoup de bruit. Cet article explique comment Peter Thiel a transformé un investissement de départ d'à peine 1700 $ dans PayPal en un pactole de 5 milliards de dollars, le tout sans jamais avoir à payer d'impôts sur ses gains. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Peter Thiel et des investisseurs comme Warren Buffett ont fait pour multiplier un investissement de départ faible tout en évitant d'être taxés sur leurs gains, sur leur plus-value. Et enfin, je vous expliquerai comment vous pouvez faire la même chose ou en tout cas vous inspirer de ce qu'ils ont fait. Je précise comme d'habitude qu'il ne s'agit pas de conseils d'investissement, mes vidéos sont à but de divertissement. Il ne s'agit pas non plus de conseils fiscaux dans cette vidéo. Et je profite de cette introduction pour remercier un de mes abonnés, Sadok, qui a, sans même le vouloir, contribué à cette vidéo. Comment Peter Thiel a amassé un pactole de 5 milliards de dollars sans jamais avoir à payer d'impôts sur ses gains? En fait, c'est très simple. Il a utilisé la loi américaine et certains dispositifs fiscaux américains. Aux États-Unis, il existe ce qu'on appelle les IRA, Individual Retirement Accounts, qui sont des comptes épargne pour préparer sa retraite. Et il en existe plusieurs types, mais celui qui nous intéresse dans cette vidéo a deux caractéristiques. Il permet d'investir dans des sociétés non cotées et l'argent qui entre dans le compte est taxé à l'entrée, mais pas à la sortie si on attend assez longtemps en tout cas. C'est-à-dire, vous allez payer des impôts sur les sommes que vous faites entrer dans le compte et ensuite, les investissements que vous allez réaliser à travers ce compte pourront générer de la plus-value sans jamais que cette plus-value ne soit taxée. En 1999, Peter Thiel, qui est alors jeune cofondateur de PayPal, décide d'ouvrir ce qu'on appelle un Self-Directed Roth IRA, qui a les deux caractéristiques dont je viens de vous parler. À l'époque, on peut y verser au maximum 2000 $ par an, c'est pas un problème. Peter Thiel va verser environ 1700 $ et avec cette somme, il va acheter des actions PayPal à un prix défiant toute concurrence. 0,001 $, 1 dixième de centime de dollar par action. Donc pour 1700 $, il a de quoi acheter 1,7 million d'actions PayPal qu'il va loger dans ce compte épargne retraite. Ces 1700 $ seront la seule contribution de Peter Thiel sur son compte épargne, sur son Roth IRA, mais ça lui suffira pour atteindre au fil des années la somme astronomique de 5 milliards de dollars en accumulant les différentes plus-values. En 2000, un an après ce versement initial, son investissement dans PayPal avait déjà réalisé une performance de 225 000%, non taxable donc. En 2002, eBay achète PayPal, Peter Thiel va vendre ses actions et il estimait que son compte Roth IRA contient alors un peu moins de 30 millions de dollars. Il décide de ne pas retirer cet argent de son compte, mais de le réinvestir sur d'autres entreprises. En 2003, Peter Thiel cofonde Palantir et il souscrit à ses premières actions avec son Roth IRA. En 2004, il rencontre un jeune entrepreneur, Mark Zuckerberg. Peter Thiel deviendra le premier gros investisseur tiers à investir dans Facebook. Il mettra 500 000 $ sur la table et on avance dans le temps. 2008, ces fructueux investissements dans diverses startups ont encore fait grimper la valeur de son Roth IRA à 870 millions de dollars. Et j'avance encore d'une dizaine d'années. En 2019, selon des documents confidentiels, cette somme s'était transformée en 5 milliards de dollars. Pour comparaison, en moyenne, un Américain détient moins de 40 000 $ sur son Roth IRA. Il faut savoir que Peter Thiel n'est pas le seul à avoir remarqué cet avantage. Il y a beaucoup d'investisseurs célèbres qui ont été notamment mentionnés dans l'article qui a dévoilé cette information. Par exemple, Warren Buffett a également un Roth IRA qui abrite environ 20 millions de dollars. Et il y a aussi Ted Weschler qui travaille pour Berkshire Hathaway et qui lui a obtenu aussi une performance assez impressionnante sur son compte, puisque en 1989, le montant sur son compte s'élevait à un peu plus de 70 000 $ et en 30 ans à peine, ces 70 000 $ ont généré de belles plus-values puisqu'il s'était transformé en 222 millions de dollars
Alors Weschler a été interviewé sur le sujet et il a précisé que sa stratégie n'avait pas été la même que Peter Thiel. Lui, il a investi dans des obligations d'entreprise qui étaient mal évaluées par le marché, dont le risque était mal évalué par le marché, et il a également investi sur des actions d'entreprises peu connues qu'il estimait sous-évaluées par le marché. Quoi qu'il en soit, dans ces exemples-là, dans les deux exemples de Peter Thiel et de Ted Weschler, on en revient à un principe important en investissement, utiliser son avantage personnel pour multiplier ses gains. Et si on peut optimiser fiscalement, c'est évidemment encore mieux. Utiliser son avantage personnel pour multiplier ses gains, Peter Thiel l'a fait. C'est un entrepreneur à succès et son compte a bénéficié de cela. Il a aussi bénéficié de son accès privilégié à la Silicon Valley pour investir dans des entreprises privées à des prix défiant les valorisations qu'on voit en bourse, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ted Weschler, quant à lui, a investi sur des entreprises cotées en bourse, donc accessibles à tout le monde, au commun des mortels, mais il a profité du fait que dans le cadre de son travail au quotidien, il étudie, il analyse des centaines d'entreprises, ce qui lui a permis de repérer des actions potentiellement sous-évaluées. Alors, c'est joli tout ça, mais est-ce qu'on peut faire pareil? Oui et non. Il y a deux sujets en fait dans cette question. Un, est-ce qu'on peut optimiser fiscalement comme l'ont fait Peter Thiel et ses différents investisseurs? Et deux, est-ce qu'on peut accéder aux mêmes investissements que ces personnes, ou au même type d'investissement que ces personnes? Concernant l'optimisation fiscale, il y a un problème majeur évidemment, c'est que le Roth IRA, ça existe aux États-Unis, mais ça n'existe pas en France. Par contre, il y a des comptes, des dispositifs fiscaux qui ressemblent un peu à cela, ou en tout cas qui permettent aussi d'optimiser fiscalement des investissements. On va y venir tout de suite, mais juste avant, je tiens à dire que je suis désolée pour ceux qui ne résident pas en France. Ce que je vais dire concerne les résidents français, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un équivalent en Belgique, en Suisse, au Luxembourg ou ailleurs. En parlant du Luxembourg, d'ailleurs, l'assurance vie luxembourgeoise, sauf erreur de ma part, permet de faire plus ou moins ce que Peter Thiel a fait. Le problème, c'est qu'il faut avoir plusieurs centaines de milliers d'euros à investir, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Si on revient en France, il y a le PEA et une variante moins connue, le PEA-PME, qui peuvent être utilisés à peu près de la même façon. Alors je vous avoue que je n'ai pas creusé du côté des différents comptes épargne retraite, les PERP, Plan Madelin, etc. parce que 1, ça m'ennuie profondément, et 2, personnellement, jamais je ne laisserai de l'argent bloqué jusqu'à mon âge théorique de retraite, et j'imagine que je ne suis pas la seule. Donc on va rester dans cette vidéo sur des solutions qui peuvent nous permettre de profiter de nos investissements avant 70 ans. Alors PEA, vous connaissez certainement, PEA, PME, peut-être un peu moins. Le PEA, plan d'épargne action. C'est un compte qui vous permet d'investir sur des actions, des ETF, différents supports d'investissement. Vous pouvez verser sur votre PEA au maximum 150 000 euros, mais si avec les plus-values, le montant sur votre compte dépasse cette somme, c'est pas un problème, c'est juste vos versements initiaux qui sont limités à 150 000 euros. Le gros avantage du PEA, c'est la fiscalité, puisque vous l'ouvrez, vous faites un premier versement et 5 ans après ce premier versement, vos gains ne seront plus imposables à l'impôt sur le revenu. Vous aurez toujours les prélèvements sociaux qui aujourd'hui s'élèvent à 17,2%, mais la partie impôt sur le revenu ne sera plus prélevée. Il y a une variante du PEA, c'est le PEA-PME. C'est un plan d'épargne en action qui, comme son nom l'indique, est dédié et investi uniquement sur des PME. C'est-à-dire que, avec ce plan d'épargne en action, vous ne pouvez investir que sur des entreprises européennes, comme les PEA, qui sont sous certains seuils de chiffre d'affaires, de total de bilan et de nombre d'employés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas un cours technique sur le PEA et le PEA-PME. Et sur le PEA-PME, le plafond total des versements s'élève à 225 000 euros. Vous pouvez très bien cumuler PEA et PEA-PME, mais dans ce cas-là, vos deux comptes devront respecter ce plafond maximal de 225 000 euros. Vous ne pouvez pas verser 150 000 euros sur votre PEA plus 225 000 euros sur votre PEA-PME, ça, ce n'est pas possible. Ce dont on parle peu, s'agissant de ces deux enveloppes fiscales, c'est qu'on peut loger
non seulement des actions de sociétés cotées dans un PEA ou dans un PEA PME, mais on peut aussi loger des actions de sociétés non cotées. Il est même possible de loger dans ces enveloppes fiscales des titres de dette souscrits via des plateformes de financement participatif. En plus clair, vous pouvez utiliser les fonds versés sur votre PEA PME, votre PEA, pour financer des opérations de crowdfunding. En tout cas sur les plateformes qui l'acceptent. Bon, il y a quand même deux inconvénients à cela, c'est que vous êtes limité à des actions européennes et votre banque vous prélèvera des frais pour investir. Avec le PEA PME, vous pouvez même investir sur une entreprise que vous avez vous-même créée. Ce qui peut être intéressant si vous pensez que votre entreprise a le potentiel de croître de façon importante et de se valoriser de façon importante. Et si vous n'avez pas l'âme d'un entrepreneur, vous pouvez investir sur des startups via un PEA ou via un PEA PME en espérant faire une belle plus-value. Une plus-value que vous laisserez sur votre compte pour la réinvestir sur d'autres entreprises et ainsi ne pas être taxé, ne jamais être taxé comme Peter Thiel l'a fait. En théorie, tout ça c'est super, mais où est-ce qu'on trouve des startups sur lesquelles investir pour imiter Peter Thiel si nous-mêmes on n'est pas entrepreneurs? Alors là, il y a un gros problème parce qu'il y a peu de chances que vous trouviez des actions de start-up valorisées 1/10 de centime d'euro qui vont se transformer en actions valant plusieurs dizaines d'euros après être entrées en bourse. Ça arrive dans le monde merveilleux de la Silicon Valley, ça arrive dans le monde merveilleux de Peter Thiel et de PayPal, mais ça n'arrive pas pour le commun des mortels. Comme je le disais, Peter Thiel est un entrepreneur à succès et il a un accès privilégié à des startups prometteuses. Si vous voulez vraiment l'imiter, il va vous falloir construire un avantage personnel similaire à ce que lui a fait. C'est-à-dire qu'il va falloir vous construire un réseau dans le monde des startups ou, à la limite, ce qui sera moins efficace, mais ce qui est possible, profiter du réseau de quelqu'un d'autre. Je sais que c'est ce que propose par exemple Gabriel Jarosson avec son club d'investissement Léonis Investissement. Il a une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques années déjà. Lorsqu'il s'est lancé, il a accès à beaucoup de deals apparemment et il a créé un club pour investir collectivement dans des startups. Je n'en fais pas partie, en tout cas pas encore, mais j'ai un avis a priori positif sur lui car je l'ai rencontré il y a environ 2 ans et j'avais beaucoup apprécié échanger avec lui. Par contre, il me semble qu'il investit principalement dans la Silicon Valley, donc sur des entreprises non européennes qui ne sont pas éligibles au PEA et au PEA PME. Donc peut-être des investissements potentiellement intéressants, mais sans possibilité de trop optimiser fiscalement. Si vous n'avez pas la chance d'être ami avec Xavier Niel et Marc Simoncini, et si on élimine le club Léonis, si vous n'avez pas spécialement ni l'envie ni le temps de réseauter avec des fondateurs de start-up, vous pouvez quand même avoir accès à des investissements dans des startups autrement, avec des perspectives de gains moins élevées par contre. Et là je vous donne plusieurs pistes. Vous pouvez aller voir sur des plateformes de crowdfunding comme Anaxago. Ces plateformes proposent en général des investissements en dette et non en actions, donc vous allez investir et vous allez être rémunéré, remboursé au bout d'un certain temps, moyennant un intérêt. Il y a beaucoup d'opérations différentes proposées sur Anaxago, il y a du crowdfunding immobilier, il y a même de l'immobilier de rendement, il y a du financement de start-up et là on vous propose d'investir en actions. Vous voyez, on voit ici que le PEA, PEA, PME est possible. Donc voilà, pas mal de choses à faire, notamment sur cette plateforme de crowdfunding, mais il y en a d'autres qui proposent des opérations éligibles au PEA et au PEA PME. J'ai découvert aussi dans le cadre de recherche pour cette vidéo FairShares qui propose aussi un investissement éligible au PEA PME. FairShares propose d'acheter des actions selon eux dans les plus belles startups. Le ticket d'entrée est quand même assez important, 5 000 €. J'ai absolument aucune idée de quels sont les deals qui ont été faits à travers cette plateforme précédemment. J'ai rempli le formulaire pour m'inscrire, donc j'aurai certainement des nouvelles prochainement. D'après ce que j'ai pu lire, l'accès est réservé aux investisseurs dits qualifiés, donc qui ont un certain montant de patrimoine à investir.
On verra ce que ça donne et je vous tiendrai informé dans une prochaine vidéo. Certainement dans une vidéo où je parlerai de mes investissements. J'ai découvert aussi une autre plateforme mais qui malheureusement ne propose pas des investissements qu'on peut faire à travers le PEA et le PEA PME par choix de leur part. C'est dommage puisqu'ils ont l'air de proposer des startups qui sont plutôt connues, bon, par contre qui sont à un niveau de levée de fonds assez avancé pour beaucoup. Vous avez par exemple Blablacar, ManoMano. Bon, sinon j'avais déjà entendu parler de Colony qui a l'air intéressant, Doctrine aussi j'en ai déjà entendu parler. Bref, plusieurs startups qui ont l'air assez sympas. Donc voilà, malheureusement pas d'optimisation fiscale pour ça. C'est une plateforme qui est aujourd'hui accessible uniquement sur invitation. J'en ai que 5. Si vous en voulez, n'hésitez pas à me poster un commentaire, je verrai ce que je peux faire. Et l'investissement minimum sur cette plateforme, le ticket minimum est de 2000 €. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette stratégie d'optimisation fiscale de Peter Thiel et sur la façon dont on peut à peu près limiter en France. Malheureusement, on n'a pas un dispositif fiscal qui permet d'éliminer toute imposition. On a quand même les prélèvements sociaux en France, mais voilà, il y a des moyens d'optimiser quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des compléments à faire, si vous connaissez d'autres dispositifs fiscaux intéressants pour investir, que ce soit en France ou dans d'autres pays. J'ai hâte de vous lire en commentaire. On se retrouve très vite et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. À bientôt!